Hey, what's up? Salut Mike. Content d'être avec toi aujourd'hui parce que l'épisode qu'on va avoir là. C'était du bonbon, man. Du bonbon. C'était cool. Hein? Justement, bienvenue aussi aux auditrices, auditeurs du balado. Aujourd'hui, dans le fond, on a reçu Alain Olivier pour parler d'agroécologie, évidemment. Donc, Alain Olivier, c'est qui? C'est un agronome, en fait, de formation, écrivain également de plusieurs ouvrages. Le premier étant La révolution agroécologique. Nourrir tous les humains sans détruire la planète. Exact. C'est un livre, moi, qui m'a beaucoup inspiré. Oui, puis qui en a inspiré plus d'un, justement. Puis, notamment, il a créé, en fait, il a été l'instigateur d'un nouveau cours dans le programme d'agronomie à l'Université Laval. Donc, un cours qui porte là, entièrement sur l'agroécologie en soi. Puis, même une nouvelle maîtrise qu'il nous a annoncée en primeur. Donc, on discute de quoi avec lui, justement? C'est vraiment, écoutez, on peut résumer ça à quelques mots, là, mais c'est comment voir l'agriculture, en fait, le secteur de l'agriculture, mais d'un point de vue vraiment plus holistique. Non seulement l'agroécologie appliquée, mais comment c'est vu dans un système d'ensemble, que ça soit politique, social, technico-pratique. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant comme épisode. Là. J'ai trippé à faire ça. Yes. J'espère que vous allez vraiment tripper à l'écouter aussi. Je pense que le monde va tripper aussi. Ouais. Bonne écoute! Yeah. On aimerait remercier notre commanditaire principal de notre saison 5, Tessier, fabricant de serre et allié de choix des maraîchers et sériculteurs. Tessier, c'est fabriqué ici même au Québec. C'est des structures de première qualité. Donc, joignez-vous au mouvement. Cultivez Tessier, vous aussi. Merci à notre commanditaire pour cet épisode Financement Agricole Canada. Donc, Financement Agricole Canada qui se distingue en étant le seul prêteur entièrement dédié à l'agroalimentaire et à l'agriculture au Canada. Grâce à l'établissement de relations solides et de partage de connaissances et d'expertise avec des milliers de clients à travers le pays. FAC place la réussite de ses clients au centre de son propre succès. En tant que fervent soutien des entrepreneurs, FAC croit en l'avenir prometteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. En qualité de partenaire et de catalyseur, FAC s'engage pleinement à promouvoir et à soutenir l'évolution de notre industrie. Merci FAC. Une production Origine. Eh bien, Alain, bienvenue. Merci d'être des nôtres pour cet épisode du balado des idées radicules. On est vraiment content que tu aies accepté l'invitation, que tu te sois déplacé aussi pour venir nous voir. Merci beaucoup, Jean-William puis Michael. Je suis vraiment content d'être avec vous. Ouais. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un épisode que j'appréhendais, moi, depuis un bon petit moment. Appréhendais positivement, il faut le dire. Oui, exactement, positivement. C'est ça, parce que, tu sais, de fait, moi, c'est ce qui m'avait intéressé à la base, l'agroécologie. C'est un terme que je connaissais, que je comprenais un peu mal. J'ai finalement lu ton livre, tu sais. Nourrir tous les humains sans détruire la planète. Exactement. Et voilà. T'étais dans la bonne. Une petite synthèse des deux titres. Les bons mots étaient là. Désolé. Mais oui, c'est ça. Fait que sans plus tarder, je me dis, comme pour moi, je pense que ça a été utile avec ton livre, c'est un peu mettre la table, comprendre ce qu'on parle quand on nomme l'agroécologie. Voilà. Qu'est-ce qu'on désigne un peu par l'agroécologie, dans le fond? Oui, c'est ça. L'agroécologie, le mot le dit quand même, en tout cas, nous oriente quand même pas mal. Donc, avec l'agro pour l'agriculture puis l'écologie. Donc, on pourrait dire, brièvement, c'est la rencontre de l'agriculture et de l'écologie. Mais au fil des années, je dirais que c'est devenu plus que ça parce que, on le sait, quand on fait de l'agriculture, ce qu'on fait sur le terrain, dans nos champs, c'est pas indépendant de tout un contexte extérieur. Ça fait que, petit à petit, assez rapidement quand même, les acteurs de l'agroécologie se sont mis à s'intéresser au-delà de la parcelle, à la ferme elle-même, puis je dirais même au territoire dans son ensemble, puis au système alimentaire, c'est-à-dire de la production jusqu'à la consommation des aliments, là, de la terre à l'assiette, si on veut. Vraiment le cycle de vie de justement des aliments en soi, puis de leur production. Ouais. Oui, c'est ça. Ça fait que petit à petit, on pourrait dire que c'est la rencontre de l'agriculture, de l'écologie, mais aussi de la société, de tous les éléments sociaux qui sont là, puis où on s'intéresse donc vraiment pas seulement à la parcelle, mais au territoire, puis à des aspects, je dirais, sociaux, culturels, économiques, bien sûr, et politiques aussi. Donc, de plus en plus, maintenant, quand on regarde les définitions de l'agroécologie, parce qu'ils ont évolué avec le temps, on va la décrire sous 3 bannières, je dirais. Là. Il y a la question scientifique, donc
rencontre de l'agriculture, l'écologie et des sciences sociales, si on veut. Mais c'est aussi plusieurs pratiques sur le terrain. On va parler de pratiques agroécologiques. Comme, on pourra éventuellement y revenir, mais il y a les rotations qui sont bien connues, mais des associations culturelles ou de limiter le labour, par exemple, ce genre de choses. Puis la troisième dimension, qui est quand même très importante, c'est celle des mouvements sociaux, des mouvements paysans, entre autres, qui se sont beaucoup accaparés l'agroécologie pour leurs revendications, qui sont vraiment des revendications de nature politique. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser pas seulement à nos pratiques agricoles, mais on va se dire aussi, c'est qui tire profit de notre agriculture? Comment sont répartis les risques et les bénéfices? Est-ce qu'on a vraiment accès à la terre? Est-ce qu'on a accès à l'eau pour faire notre production? Donc, l'agroécologie a une dimension politique là, qui est très importante. Ouais. C'est super intéressant. Justement, là, on le comprend, que l'agroécologie, c'est vraiment quelque chose de dans le fond, pluridisciplinaire, qui vient toucher à plusieurs disciplines. Mais justement, est-ce que, si on vient un peu à la genèse, mettons, de quand on a commencé vraiment à nommer ça, à nommer le concept d'agroécologie, est-ce que c'était comme une science à part entière? Comment ça s'est passé aussi à ce niveau-là? Parce que je me dis, j'imagine qu'il y a des concepts qui devaient être liés même à la permaculture, à d'autres éléments. Tu sais-tu un peu comment l'intégration un peu de ces disciplines-là se sont passées? Oui, on pourrait dire que c'est né de... Il n'y a pas vraiment une ligne droite non plus. Ça fait qu'il y a plusieurs influences qui sont présentes. Puis tu en as nommé, tu parles de la permaculture, c'est-à-dire que l'agroécologie n'est pas née en vase clos. C'est né, entre autres, d'une prise de conscience des externalités négatives du système, du modèle plus agro-industriel, ou qu'on va nommer, on va parler d'agriculture conventionnelle, par exemple. Donc, tous les impacts négatifs pour la santé des sols, par exemple, la biodiversité, etc. Donc, c'est né un peu de ça, donc de préoccupations pour avoir des écosystèmes qui sont un peu plus proches des écosystèmes naturels, ou en tout cas qui peuvent assumer les fonctions qui sont nécessaires pour nous, là, en tant qu'humains. Donc, non seulement pour notre production agricole, mais aussi pour produire l'air qu'on respire ou produire l'eau qu'on boit. On n'est pas capable, on a beau avoir toutes les techniques là, qu'on veut. Jusqu'à maintenant, on ne produit pas l'eau qu'on boit, puis on ne produit pas l'air qu'on respire. Malgré qu'il y a beaucoup de technocrates, je pense qu'ils aimeraient beaucoup en arriver là, on n'y est pas encore. Là. Il faut j'espère qu'on n'y arrivera pas non plus. Mais donc, il y a eu cette prise de conscience-là, d'une part. Puis d'autre part, je pense qu'il y a eu aussi l'émergence d'un intérêt en sciences sociales pour les pratiques, les savoirs, les savoir-faire de beaucoup de peuples autochtones ou de populations rurales qui vont pas viser nécessairement un rendement maximal sur un court terme pour telle culture, mais qui vont vraiment gérer un agroécosystème entier dans une perspective quasiment holistique un peu, de globalité. Intégral, holistique, holistique, puis de long terme aussi, donc de durable. Puis quand tu dis holistique, c'est de penser que quand on est sur une terre où on va produire, oui, on veut produire des aliments, oui, on veut que ça nous rapporte économiquement pour d'autres dépenses, mais c'est aussi un milieu de vie. Oui. Puis un milieu de vie, ça veut dire des interactions éventuelles avec des voisins, avec la faune, avec la flore. Donc, c'est de prendre tout ça en compte, de ne pas avoir une vision réductrice de l'agriculture qui est qu'on produit tant de kilos à l'hectare, puis on met ce qu'on veut pour y arriver, obtenir le puis rendement, le reste, c'est pas important. C'est tellement une belle façon, je trouve, d'aborder l'idée, la question, le principe de c'est quoi cultiver, parce que, on l'a vu, le nombre de fermes a diminué avec le temps, des rangs qui, à la base, étaient occupés par peut-être plusieurs fermiers, plusieurs familles, commencé à être achetés par un des plus gros, celui qui faisait peut-être mieux les choses, entre guillemets, qui a commencé à racheter les autres fermes, s'est retrouvé tout seul sur son rang, Fait que même s'il y a des bons rendements, même si l'économie peut bien aller pour lui et sa famille, il se retrouve seul sur le rang avec la solitude que ça peut apporter et tout. Puis tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment comme, méconnu ou pas nécessairement pris en compte
mais finalement, de l'importance, tu sais, juste pour... C'est extrêmement important. Puis on en parle de plus en plus de détresse des agriculteurs, des agricultrices actuellement qui en arrachent. Puis dans beaucoup de cas, ils sont isolés aussi. Puis c'est difficile. Puis on ne se rend pas compte que nos modes de culture ont une influence sur la façon dont on occupe le territoire. Puis la façon dont on occupe le territoire, ça veut dire aussi nos possibilités d'interaction les uns avec les autres. Donc, puis ça, c'est quand même fondamental. Si on a 150 petites fermes dans un territoire donné, ça n'aura pas le même impact que si on a une grosse ferme. Donc, puis quand je parle d'impact, ça peut être pour une épicerie ou juste un dépanneur dans le village ou une école dans le village. Est-ce qu'on a cette possibilité-là quand on a seulement quelques grosses entreprises qui prennent tout le territoire? Puis des fois, qui coupent aussi même, comment on pourrait dire, certaines formes de mise en marché. Fait que clairement que la ferme qui produit énormément n'ira pas, comme tu dis, peut-être la petite épicerie du village, elle fournira pas là. Elle va passer peut-être dans des plus gros canaux à ce niveau-là. Puis moi, le truc que je trouve aussi intéressant, c'est ça que tu dis, il y a même les services, mettons qu'on pourrait dire écosystémiques, quand on commence à avoir des pratiques justement qui s'ancrent dans l'agroécologie, mais le lien justement avec la communauté, avec l'environnement aussi, même humain autour, il est quand même important. Même je note aussi avec le politique, c'est ce qui était peut-être mon angle mort, mais au final, j'ai l'impression... Puis ça va même faire le sujet d'un autre épisode là, de cette saison, d'une certaine forme de militantisme, juste de pratiquer ce métier-là en impliquant certains concepts. On n'est plus juste en train de cultiver pour fournir la nourriture, mais on est en train d'agir un peu en termes de politique. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi. Mais on met beaucoup l'accent sur l'innovation technique dans notre société. Là, on est obnubilé par le progrès technique. On aime les grosses machines, on aime ça. Là. Puis c'est parti de là, les grosses machines, les gros tracteurs. Puis là, il faut que ça soit électronique, puis qu'on a du big data. Puis ça nous fascine. Mais je pense qu'on n'accorde pas assez d'importance à un type d'innovation qu'on pourrait appeler d'innovation sociale. Ce qu'on appelle d'ailleurs, il y a des gens qui travaillent là-dessus, l'innovation sociale. Mais donc, les façons de pouvoir travailler ensemble, parce que souvent, l'innovation technique, en tout cas pour des agriculteurs, des agricultrices, on est souvent pris. C'est comme être un... Bon, c'est une agricultrice qui me disait, on est comme un petit hamster dans sa cage, puis on essaie de rattraper ça, puis on n'y arrive jamais. Puis des fois, peut-être qu'il faut s'arrêter puis se dire, mais comment je vais innover socialement pour que peut-être en tirer profit. Puis ça peut... Puis en agriculture biologique, par exemple, on a essayé différentes choses qui fonctionnent aussi. Donc, une agriculture soutenue par la communauté, des paniers bio, peut-être des kiosques à la ferme, puis qui en même temps vont améliorer le lien avec la communauté d'ensemble, qui vont faire réaliser des fois à cette communauté-là qu'est-ce que c'est que le travail d'agriculteur? Qu'est-ce que c'est que de pouvoir avoir enfin des bons légumes, par exemple, au lieu de ce qu'on nous offre, où on a perdu le goût, parce qu'on se rend même plus compte qu'on peut avoir des légumes qui goûtent quelque chose. Qui goûtent quelque chose. Donc, c'est des éléments importants aussi, puis qui sont portés pas seulement par les acteurs de l'agroécologie, là, c'est sûr, par d'autres acteurs aussi, mais qui sont fondamentaux en agroécologie. C'est vraiment intéressant. Vraiment. Fait qu'admettons, si on fait juste récapituler, on pourrait dire que justement les principes fondamentaux de l'agroécologique sont d'abord scientifiques, comme tu dis, donc basés sur de l'observation, qu'est-ce qu'on a appris aussi au fil du temps. Donc technique quand même au niveau de la pratique en soi. Et c'est ça, fondamentalement, politique aussi, comme on l'a nommé, dans l'engagement, puis dans la relation, mettons, au territoire, au monde autour. Et social, c'est ça. Et social, social, c'est ça. Je dirais que, puis on peut, disons, nommer un certain nombre de principes écologiques, puis différents principes ou dimensions sociales aussi. C'est sûr que du côté social et politique, là, des fois, c'est un peu plus difficile à catégoriser. Si on lit un peu sur l'agroécologie, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments. Pour les principes écologiques eux-mêmes, c'est assez simple, je dirais. Ça traite d'abord de sol. Il y a ce qui est lié au sol, il y a ce qui est lié à la biodiversité, puis ce qui est lié au microclimat. Ça fait que quand on pense au sol, je dirais la santé du sol. Le sol, c'est pas juste un support, c'est aussi un milieu grouillant de vie qui est à l'origine de la
de la production de notre parcelle, mais aussi de sa durabilité. Ouais. Il y a toute la question aussi du recyclage de la biomasse, qu'on réutilise les choses, qu'on soit moins dépendant d'intrants qui soient extérieurs. Maintenant, pour le microclimat, c'est de pouvoir mieux valoriser l'eau des pluies, par exemple. Donc, retenir l'eau du sol plutôt que la perdre en ruissellement pour que ça aille faire des inondations ailleurs. Donc, vraiment retenir l'eau, profiter de la lumière, y compris hors saison. Donc, en faisant une production de biomasse, par exemple, qui va servir à fertiliser nos sols par la suite. Ouais. Puis en matière de biodiversité, je dirais, il y a 2 éléments. C'est la biodiversité d'ensemble avec les interactions. Qui vont nous aider à avoir toutes les fonctions écosystémiques, mais aussi, entre autres, à lutter contre les ravageurs des cultures. Ouais. Puis il y a la biodiversité cultivée aussi, qui est importante. Donc, on est allé de plus en plus vers un nombre réduit de plantes qu'on mange, une diversité très, très faible sur le plan génétique. Donc, c'est de recréer cette diversité-là qui aide à l'adaptation, surtout dans un contexte là, comme le nôtre de changement climatique, par exemple, où là, c'est important de pouvoir s'adapter au changement. Ben oui, c'est super intéressant. C'est comme, pour donner peut-être un exemple même aux auditeurs, maintenant, mettons, au niveau des patates cultivées, je pense que c'est quoi... Il y en a comme, je me rappelle plus exactement des noms des variétés, mais on est à quasiment 2 ou 3 qui sont comme les plus répandus partout dans le monde. Puis c'est souvent la même chose pour toutes les grandes, les grands cultivars, admettons, des légumes, tout le temps orientés vers le rendement ou la résistance aux maladies. Oui. Alors que, bon, si on va dans les Andes, par exemple, je veux dire, il y avait une variété de variétés. Hein? Oui, c'est ça. Une diversité de variétés incroyable. Oui, qui est incroyable, puis où on peut avoir des pommes de terre qui ont plusieurs, selon ce qu'on veut manger, selon ce qu'on veut cultiver, le type de sol, l'endroit où on se trouve. Bon, on n'a pas nécessairement les mêmes variétés. Mais ce qui est intéressant, je pense, c'est que là, on a de plus en plus d'intérêt dans la population en général pour retrouver cette variété-là. Puis on commence à la voir dans nos marchés. Donc, d'avoir plus qu'une variété de pommes de terre, mais d'en avoir un peu plus. Puis ça, c'est les agriculteurs aussi qui nous amènent vers ça, ou en tout cas des maraîchers, les maraîchers bio, entre autres, là, qui poussent vraiment ça. Oui, il y a un intérêt, j'ai l'impression, avec le bio. Là, on parlait beaucoup de variétés ancestrales, puis là, c'est devenu un peu une fascination. Là, qu'est-ce qui est ancestral, puis qu'est-ce qu'on peut ramener. Les agriculteurs, mais aussi les restaurateurs. Ben fait partie des certains nutritionnistes. Je pense même qu'il y a un livre derrière toi, Bernard Lavallée, là, qui a eu la quête du melon de Montréal. Là, essayer de retrouver cette variété-là puis de la remettre en culture. Donc, je trouve ça intéressant, finalement. Oui, je pense que les agriculteurs prennent un rôle primordial en ce sens-là, mais qu'il y a plusieurs acteurs autour des fermes aussi qui ont la même quête là, d'enrichir la biodiversité. Oui, puis en agroécologie, c'est d'autant plus intéressant que l'agroécologie, c'est une approche aussi qui est contextuelle, c'est-à-dire que ça veut dire que l'idée, c'est qu'on fait pas la même chose partout nécessairement. Il faut s'adapter au type de sol qu'on a, au climat qu'on a, mais aussi à la société, aux habitudes alimentaires, donc à tout un contexte politique aussi. Donc, dans l'agriculture industrielle, par exemple, actuelle, le modèle, c'est de faire, par exemple, le même maïs un peu partout ou le même soya. Ça fait qu'on va au Brésil, on va en Indonésie, on va au Québec, on va en Belgique. On a le même soya qui est produit à peu près de la même façon, avec le même équipement. Puis, donc, on a artificialisé le territoire. On se dit, bon, c'est le soya, dans le territoire, s'il manque de fertilité, c'est pas grave, on va ajouter des engrais chimiques. S'il manque d'eau, on va en ajouter par l'irrigation. Si on a des problèmes de pathogènes, mettons des pesticides, au lieu de s'adapter aux conditions dans lesquelles on se trouve. Puis, quand on veut s'adapter, ça veut dire aussi des variétés différentes. Puis, je pense qu'avec l'agroécologie, c'est ce qu'on finit par retrouver de plus en plus, ces variétés différentes un peu partout, mais qui sont adaptées à un terroir spécifique, mais aussi à des goûts alimentaires, etc. Là, donc. Ça me fait penser justement à un truc qui m'avait vraiment... qui m'avait allumé une lumière en lisant ton livre, mais quand tu te retrouvais dans quand tu venais de terminer, je pense, tu étais maintenant agronome, mais tu t'es retrouvé... c'était où? Au Burkina Faso. Puis qu'à essayer de trouver finalement des nouvelles... à hybrider, je pense, certaines cultures. On parlait du sorgho à ce moment-là, oui. Donc,
je travaillais à ce moment-là avec une équipe de recherche qui cherchait des nouvelles variétés qui pouvaient être résistantes à une mauvaise herbe parasite et avec un bon rendement. Ouais. Puis moi, j'avais vraiment le focus de ma formation agronomique qui était, il faut obtenir le meilleur rendement, le plus gros rendement possible sur la saison de culture. Ouais. Puis à jaser avec les paysans, les paysannes, je me suis rendu compte que eux, ce qui les intéressait comme variété, c'était pas du tout ça nécessairement. Parce que la variété la plus productive, par exemple, ils disaient, oui, mais elle est pas bonne. Elle est pas bonne. Je veux dire, ça donne pas de bonne farine. J'aime pas le goût. Puis en plus, là, ça prend plus de temps à cuire, donc ça prend plus de bois de feu. Puis les années sèches, ça produit pas beaucoup. Ouais. Puis s'il y a une invasion d'insectes, c'est sensible. Ça fait que puis, tu sais, l'idée, à un moment donné, il disait, mais la stabilité de la production sur le long terme, c'est beaucoup plus important qu'un rendement maximal sur le court terme. Ben oui. Ça fait qu'il n'y avait pas du tout les mêmes variétés que ce que les chercheurs voulaient leur offrir. Puis ça a été un élément déclencheur chez moi parce que je me suis rendu compte que faire de l'agriculture, c'est justement pas ça, viser un rendement maximal sur un court terme. C'est beaucoup plus que ça. Puis là, on pourrait ajouter toutes sortes d'autres éléments sociaux aussi qui sont importants. Puis finalement, on en arrive à l'agroécologie qui veut redéfinir finalement nos façons de voir la production alimentaire. Bon, puis je dis alimentaire, mais en agriculture, on produit beaucoup d'autres choses que des aliments aussi. On produit de l'éthanol, par exemple, pour tanker nos chars. Ben oui, absolument. Puis même avec le maïs aussi, des fois, tous les autres produits dérivés du maïs en soi qui est utilisé, des fois même dans la production industrielle de plein d'autres composants. Le bioplastique, là. Encore une fois, là, on pige dans certains aliments, l'amidon, puis des sucres qui ne sont pas toujours ce qu'il y a de meilleur non plus pour la santé publique, disons. Ben oui, c'est ça. Puis j'aimerais ça, là, justement, on a pu, je pense, faire un beau portrait de ce qu'est l'agroécologie. Comment, justement, toi, tu ressens qu'elle est perçue au Québec? Comment elle est pratiquée aussi également là, au Québec en soi? Tantôt, on a parlé un peu de rotation des cultures. Oui. Bien, je dirais que c'est ça. Ça dépend des acteurs. Hein? C'est sûr que il faut pas se cacher qu'il y a une réticence de plusieurs personnes envers l'agroécologie. Ouais. Puis je pense que c'est lié, entre autres, à notre fascination technique, là, je le disais tout à l'heure, mais aussi à des conceptions erronées qu'on a. Ouais. Par exemple, on pense vraiment en général, puis moi le premier, pendant très, très longtemps, je pensais que ce qui nourrissait la planète, c'était l'agriculture industrielle. Puis quand on regarde ce qui se passe en réalité, on se rend compte que c'est la petite agriculture paysanne qui produit la majorité des aliments. Pour les grains de céréales, par exemple, c'est à peu près juste 1/8 des céréales qui sont produites par les pays où le rendement à l'hectare moyen est supérieur à 6 tonnes à l'hectare. Okay. C'est la moitié qui est produite par ceux qui produisent moins de 3 tonnes à l'hectare. Oui. Puis qui est consommé, c'est ça, localement, versus le reste qui va plus souvent être exporté, dans le fond, c'est ça aussi? Oui, c'est ça. Mais donc, c'est pas vrai qu'actuellement, c'est l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. Puis ça, c'est important de le voir parce que dans notre conception, souvent, on se dit qu'on n'a pas le choix. Donc, il faut ce modèle-là pour nourrir tout le monde, parce que si on n'a pas ce modèle, ça marche pas. On va avoir plein de gens qui vont mourir de faim et des famines. Et donc, il faut détruire la planète avec ce modèle-là. Il faut détruire la biodiversité. On n'a pas le choix si on veut nourrir tout le monde. Puis si on le fait pas, si on veut protéger la planète, on nourrit pas tout le monde. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis ça dépend aussi c'est une autre conception erronée qu'on a, c'est que il y a un dilemme entre biodiversité et productivité. Puis les études scientifiques, ce qu'elles montrent actuellement, puis dans la grande majorité des cas maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un lien entre biodiversité et productivité, mais pas en opposition. C'est-à-dire que... sont en relation plutôt. Oui, les systèmes les plus diversifiés, c'est souvent ceux qui sont les plus productifs. Donc, parce qu'il y a une meilleure efficience dans l'utilisation des ressources, par exemple. Meilleure rétention des éléments fertilisants. Oui, utilisation de la lumière disponible pour la photosynthèse, ce genre de
de choses. C'est sûr qu'on peut produire toutes sortes de biomasses qui ne sont pas nécessairement des aliments. Donc là, il y a un travail à faire pour pouvoir voir ce qu'on va produire, mais le système est plus productif. Donc, je dirais que si on n'est pas conscient de ça, ben on peut avoir une réticence en disant, ben oui, c'est beau d'ajouter de la biodiversité, mais on va moins produire. C'est ça. En contrepartie, ben il y a beaucoup d'acteurs qui, je pense, qui voient vraiment l'agroécologie d'un bon œil, puis qui, en fait, plusieurs m'ont dit, je vois là-dedans un principe fédérateur qui regroupe un peu tous mes intérêts sur le plan de l'écologie, mais aussi sur le plan social, sur le plan de la communauté, sur le plan de l'engagement politique aussi, parce qu'on prêche l'équité, une meilleure équité. C'est actuellement les agriculteurs, les agricultrices qui assument la grande majorité, sinon tous les risques de la production agricole, puis qui en tirent les plus faibles revenus. Bon, il y a quelque chose de complètement inéquitable là-dedans, donc il faut revoir un peu les choses. Donc, c'est intéressant pour plein de producteurs bio, je pense, de se dire, ben oui, on rejoint mon intérêt pour avoir une agriculture qui ne nous empoisonne pas avec des pesticides, où on a un véritable milieu de vie sur le plan de l'écologie, mais aussi où on va se préoccuper du salaire des paysans ou des gens qui travaillent la terre, etc. Mais ça, c'est intéressant. Je trouve ça le fun que tu en parles aussi, du fait qu'il n'y a pas nécessairement comme tu dis, le concept de productivité et biodiversité ne sont pas en opposition. Puis qu'il y a un moyen de faire ça aussi pour que tout le monde puisse y trouver son compte, y compris les agriculteurs et agricultrices. Parce qu'on dirait que souvent, dans les mythes, admettons, que j'ai entendus par le passé, c'est ça, c'est comme, à quel point, admettons, justement, incorporer l'agroécologie, ou même, admettons, si on élargit ça avec, je sais pas, des principes de permaculture, mais au final, ça devient une question comme de vocation ou de désir de faire mieux sans que... Puis quasiment au détriment, dans le fond, de la personne qui la pratique, tu sais. Alors que, dans le fond... Non, c'est pas ça. Puis on en parlait quand on présentait le titre du livre au début, tu sais, nourrir tous les humains sans détruire la planète. Oui. On présente souvent ces deux éléments comme étant un dilemme, un ou l'autre, mais pour moi, c'est un double défi. C'est-à-dire qu'il faut réaliser les deux. Puis d'ailleurs, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. Si on veut nourrir toute la planète à plus ou moins long terme, ben, il faut protéger les bases de la production qui sont un sol en santé, qui sont une biodiversité. En fait, c'est tout ce qui fait que la vie existe sur la planète aussi. Donc, il faut le préserver, sinon on n'arrive nulle part. Oui, puis on le sait, là, en plus, je veux dire, on perd des centimètres de sol par année, alors que ça prend des centaines d'années, voire même plus des fois, pour pouvoir se reconstruire. Fait clairement qu'on arrive vite un peu aux limites du modèle, dans le fond, industriel, tu sais. Fait que d'autant plus intéressant de pouvoir essayer de prendre le pas, puis d'être comme, OK, on va prendre soin de nos sols, on va intégrer justement des engrais verts, faire des rotations de culture. Oui, vas-y. Parce que je voulais juste pas l'oublier, là, parce que je veux faire un beau gros salut à une mentor que j'ai eue, moi, dans mes débuts de parcours là, en agriculture, mais Maud Hélène Desroches, qui elle, à plusieurs reprises, me répétait, puis au début, sans comprendre tout le sens que ça prenait, mais là, à t'écouter, je me dis, waouh, c'est fou comment que... C'est ça portait beaucoup, là, ce qu'elle me disait, mais elle disait, tu sais, on a de l'air de cultiver des plantes, tu sais, puis des légumes, puis tout ça, mais tu sais, au final, ce qu'on fait vraiment, c'est cultiver un sol ici, tu sais. Puis là, je fais comme, oui, tu sais, ça résonne encore en moi avec ce que tu dis aujourd'hui, parce que finalement, c'est ça, tu sais, à cultiver un sol, puis avoir un sol en santé, on s'organise pour avoir ce qu'il faut dans un sol qui va nourrir la plante, qui va retenir l'eau, qui va, tu sais, c'est comme... Tout ça, finalement, vient plus faire le sens que c'est de dire c'est quoi les besoins exactement que la plante a besoin pour pouvoir fournir tant de quantité de légumes, mais plutôt qu'est-ce que le sol a besoin pour pouvoir être périn long terme, pour pouvoir continuer à fournir. Puis comment il interagit avec mon milieu, tu sais. Oui. Puis, tu sais, je dirais même dans un contexte de changement climatique, par exemple, c'est plus que c'est cultiver un sol, mais c'est même cultiver notre air, c'est cultiver l'eau. Donc, tout un agro-écosystème avec une fonction première qui est quand même de nous nourrir. Puis c'est sûr que là, il y a peut-être un dilemme entre nous nourrir puis nourrir les autres êtres vivants. Mais tu sais, il y a une marge entre tout s'accaparer juste pour nous, très brève échéance, puis
de prendre ce dont on a besoin, mais de rendre aussi aux autres êtres vivants, mais aussi aux êtres humains qui vont être là après nous, ce qu'il faut pour qu'ils puissent se nourrir eux aussi. Absolument. Vraiment, vraiment intéressant. Moi, je me demande justement, tu sais, là, t'en parles un peu. Puis, tu sais, on l'a nommé un peu, on pourrait dire, de biais, tu sais, dans la conversation, mais justement, comment l'agroécologie, à cette ère tu sais, qu'on le perçoit de changement climatique, de bouleversement, comment ça peut augmenter, dans le fond, la résilience collective, puis même la résilience pour les fermes aussi en soi? Oui. Pour ma part, j'ai travaillé surtout en agroforesterie, puis c'est par l'agroforesterie que je suis venu à l'agroécologie. Donc, pour moi, l'agroforesterie peut vraiment s'inscrire dans une perspective agroécologique, puis même être un genre d'agroécologie par excellence. Mais là, bon, je presse pour mon milieu, mais je trouve que c'est un bon exemple face au changement climatique parce que l'arbre, par exemple, on le sait, va séquestrer du carbone dans son tronc, dans ses branches, mais aussi va aider à en séquestrer dans le sol par le biais de la matière organique qui vient de la litière de l'arbre, de la litière de feuilles, mais aussi les racines qui peuvent se décomposer. Donc, cette accumulation de carbone dans le sol, c'est quelque chose de vraiment important pour atténuer les changements climatiques. L'arbre aussi, par l'ombre qu'il fait, mais peut des fois modérer les températures. Puis à une époque de hausse de température, ça peut être vraiment très, très intéressant. Avec l'accumulation de matière organique aussi, on va avoir des systèmes qui vont permettre une meilleure infiltration de l'eau dans le sol, qui vont lui permettre d'être mieux retenu plutôt qu'être tout de suite drainé en profondeur ou tout de suite ruisseler à l'extérieur de la parcelle. Va aussi permettre de diminuer l'évaporation de l'eau grâce à son couvert. Ce qui fait que, en final, on va pouvoir mieux conserver l'eau du sol. Puis dans un contexte justement de changement climatique où on a de plus en plus de sécheresse, c'est quelque chose d'intéressant. Puis si c'est des inondations qui sont le problème, l'arbre peut aussi donc absorber l'eau supplémentaire. Puis cette eau, au lieu de se retrouver tout au même endroit, fuir par ruissellement, va être absorbé dans le sol, ce qui va diminuer les risques d'inondation. Donc, pour la température, et comme pour l'eau, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis en plus, en recréant une biodiversité, souvent, on risque d'être moins sensible à des agents pathogènes qui vont migrer à la faveur des changements climatiques. On a des sols qui sont en meilleure santé, donc on a une meilleure barrière, on pourrait dire. Oui, puis une résilience au changement. Donc ça, c'est intéressant. Puis non seulement pour atténuer les changements climatiques grâce, entre autres, à la séquestration de carbone, mais pour s'adapter aussi grâce au rôle de l'arbre dans ce cas-ci, mais c'est vrai aussi pour plusieurs pratiques agroécologiques. Donc, l'agroécologie n'est pas née pour répondre aux problèmes des changements climatiques, mais en fait, est tout à fait appropriée, puis tout en nous permettant de nous nourrir en même temps. Donc, c'est pas une approche qui nous empêche de nous nourrir. Au contraire, on peut avoir un système de production alimentaire et lutter en même temps contre les changements climatiques. Vraiment inspirant. Là. C'est comme... Puis c'est là que je me dis, waouh, c'est tellement une belle place où on peut justement aller mettre beaucoup d'énergie par différents acteurs de différents domaines parce que on le voit que, tu sais, comme nourrir va toujours rester un essentiel pour l'humanité, puis de nous offrir un environnement qui fait du sens pour notre survie. Puis qui est nourricier, c'est ça, plus non seulement pour les humains, mais pas non plus juste en termes stricts de se nourrir, mais qui nourrit pour la communauté, qui nourrit l'écosystème aussi en même temps. Oui, puis tu parles de sens, puis moi je trouve ça intéressant, puis là, c'est pas pour évacuer la dimension scientifique, plus on fait de recherche en agroécologie, plus on se rend compte qu'il y a plein de pratiques qui font du sens, puis qui peuvent, à plus ou moins brève échéance, aider même à améliorer le rendement sur les parcelles. C'est sûr qu'il y a une transition qui est nécessaire quand on change. Puis sur le plan économique, ça peut être difficile de changer d'équipement, d'absorber un peu ces coûts-là en attendant qu'on... Oui, c'est ça, mais on voit que ça peut fonctionner. Puis en plus, ce qui est intéressant, je pense que c'est des pratiques qui peuvent avoir du sens Puis il ne faut pas négliger, comme être humain, on n'est pas juste des gens qui veulent accumuler des dollars ou accumuler des biens de consommation. Oui, peut-être trop, souvent, mais c'est pas nécessairement ça qui fait le sel d'une existence humaine. Il y a vraiment d'autres choses. Puis dans une époque
où on est anxieux, éco-anxieux, entre autres, je pense que c'est important de se rappeler notre place dans le monde vivant, puis peut-être que de voir les choses avec un peu plus d'humilité, puis de se sentir partie d'un grand ensemble qu'on va s'efforcer de conserver ou de protéger plutôt que de détruire, bien, ça peut quand même donner du sens à ce qu'on fait, puis y compris en production agricole, évidemment. Tellement. Puis faire quelque chose qui a de la valeur pour nous, auquel on croit, bien, pour moi, ça a beaucoup d'importance sur le plan psychologique, sur le plan des liens avec la communauté. Au moins, ce qu'on fait, ça s'insère dans quelque chose de plus grand. Puis là, bon, c'est pas pour... je veux pas faire de la spiritualité non plus. C'est pas ça la question d'aller trop loin là-dedans. Mais je pense que cet élément écologique-là est un élément dont il faut se rapprocher. Ben oui, absolument. Puis comme tu dis, je veux dire, qui peut apporter de l'épanouissement puis l'impression de contribuer à quelque chose. Je pense que, comme tu dis, c'est un peu quand même dans les mots de notre ère, c'est l'absence des fois de sens, l'impression de justement être un peu déconnecté, fait qu'il y a comme quelque chose qui revient, je pense, avec ça. Puis de manière très factuelle, ça me fait penser, on écoutait un épisode à la radio hier là, où il parlait d'une espèce de méta-analyse là, en Angleterre, ou en tout cas sur une banque de recherche, sur une banque de données créée par Angleterre. Là, Biomed UK, en tout cas. Biomed UK Bank. Là, c'est une recherche qui a été faite sur près de 400 000 personnes pour montrer que ce qu'il y avait le plus d'interaction sur notre espérance de vie liée à notre environnement ou notre interaction avec l'environnement était l'idée de se sentir impliqué dans notre communauté ou bien dans notre société par toutes sortes de façons, mais juste d'avoir le sentiment qu'on agit sur quelque chose qui est plus grand que nous, finalement, peu, là, comme tu le disais. Va directement agir sur notre espérance de vie, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de très factuel aussi, finalement, qui est même pas sur spiritualité. Wow, tu sais, quand on le regarde de façon scientifique, factuellement, puis on va avoir peut-être une plus longue longévité en se sentant contribuer à notre société. Oui, puis je pense qu'il y a une logique là-dedans aussi qui est que on est en train quand on est dans ce mouvement-là, on dit psychologiquement à notre corps, regarde, j'ai encore besoin de toi parce qu'il y a ça à faire. C'est comme si, si je reste assis dans mon salon tout le temps, puis à un moment donné, je pourrais plus marcher parce que j'ai pas besoin de mes jambes. Puis il faut que je dise à mes jambes que j'ai besoin d'elles pour qu'elles continuent de fonctionner. Mais je pense qu'il y a quelque chose c'est ça quasiment aussi. Ben oui, puis qui, comme tu dis, qui dans le fond, une fois confirmé avec des éléments comme ça, tombe sous le sens un peu aussi d'être comme, évidemment, on tombe pas des nues en apprenant que si on s'implique, si on est connecté avec les gens, si on est heureux, si on s'investit aussi d'une certaine mission, on a une raison d'être là aussi. C'est ça. Puis je trouve qu'on pourrait aussi, en fait, j'ai envie qu'on puisse parler ensemble. Là, justement, tu as pu démarrer, dans le fond, un cours que tu as créé à l'Université Laval. Justement, ça a été quoi la réception de ce cours-là? Comment ça s'est passé un peu l'espèce de relation là, avec l'institution universitaire qui est l'Université Laval? Est-ce que c'était perçu d'un bon œil? Comment... je pense qu'on était mûrs pour amener la dimension agroécologique à notre formation. Puis, ça nécessite un changement dans les façons de voir. Mais moi, ce que je constate, entre autres, que les étudiants, les étudiantes sont vraiment demandeurs, ils sont prêts à ça. On cherche des alternatives, d'autres façons de faire, parce qu'on voit là, qu'il y a des impacts négatifs à nos façons de faire. Puis si on veut, on l'a dit, si on veut produire durablement, il faut changer des façons de faire. Donc, j'ai créé entre autres un cours d'introduction à l'agroécologie. On est allé un peu plus loin en créant un micro-programme de 2e cycle qui comporte 3 cours en agroécologie. Puis maintenant, à compter de septembre prochain, il y a une nouvelle maîtrise, professionnelle en agroécologie qui démarre, qui a eu l'autorisation récemment. Donc, on commence avec un programme de maîtrise. Il y a eu aussi au bac en agronomie l'intégration d'une concentration en agroécologie. Mais là, la grosse nouveauté, c'est cette maîtrise-là qui va commencer, qui est une maîtrise professionnelle, c'est-à-dire que ça va être avec projet d'intervention, avec un milieu d'accueil ou une organisation d'accueil.
puis qui a vraiment une dimension, je dirais, interdisciplinaire, une dimension plus holistique, là, comme tu le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que on veut former des jeunes professionnels qui vont pouvoir intervenir dans leur milieu, puis interagir avec d'autres professionnels, des fois que ceux de l'agriculture, parce que les enjeux agricoles, c'est aussi des fois des enjeux d'occupation du territoire, comme on le disait tout à l'heure, des enjeux de santé publique à travers le rôle des pesticides ou la qualité de l'eau, des enjeux de biodiversité également, donc des enjeux forestiers. Ce qu'il faut que les acteurs du territoire rural, entre autres, puissent être capables de dialoguer. Puis, quand on réfléchit à nos modes de production agricole, il faut le faire en lien avec nos enjeux en matière de biodiversité, de santé humaine, d'occupation du territoire, etc., comme je viens de le dire. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que la nouvelle maîtrise est née. Fait que c'est sûr que nous, on est super enthousiastes. Très excités parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille là-dessus. Cool. Puis, mais c'était pas nécessairement une mauvaise chose que ça prenne plusieurs années parce que ça a permis de vraiment... monter... puis de faire en sorte que tout le monde s'approprie le projet aussi. Puis... il y a beaucoup de jeunes professeurs, entre autres, qui sont arrivés au cours des dernières années, qui sont vraiment enthousiastes. Mais il y a des vieux professeurs aussi comme moi qui sont enthousiastes aussi. Là. Il n'y a pas juste des jeunes, puis il ne faut pas tout mettre sur les épaules des jeunes non plus. Là. Je pense que les gens de toute génération doivent s'impliquer là, dans les enjeux actuels. Mais donc, on est quand même plusieurs là, à être très enthousiastes. Ça vient tout juste d'être annoncé, puis il y a déjà plusieurs demandes d'admission. Donc, je pense qu'on va réussir à avoir une belle cohorte pour commencer, ce qui va être tellement cool. Fait que... merci. C'est ça. Fait que j'allais dire, au final, tu sais, entre le moment où toi, justement, tu as fait tes études en agronomie, puis ce que tu vois maintenant, j'imagine qu'il y a quand même un monde de différence. Il y a eu une grande évolution quand même dans... Oui, on le sent parce que moi, je dirais que quand j'ai fait ma formation, c'est sûr qu'on parlait d'environnement, on parlait des problèmes liés à l'utilisation de pesticides, mais je dirais qu'on ne remettait pas en question le modèle dominant, c'est-à-dire qu'on se disait... Oui, c'est vrai qu'on met beaucoup trop de pesticides. Trouvons des façons d'en mettre un peu moins. C'était comme mitiguer un peu les risques liés aux pratiques. C'est ça. Donc, au lieu d'en mettre 20 fois dans nos vergers, est-ce qu'on pourrait descendre à 10 puis les mettre au meilleur moment? Puis, donc, c'est un peu ça. Puis, en termes de fertilisation, on peut contrôler un peu, mais sans vraiment penser à reconcevoir un agro-écosystème avec toutes ces fonctions écosystémiques. On ne pensait pas à la lutte au changement climatique, par exemple. C'était pas... Moi, on ne m'a pas parlé de ça là, pendant ma formation en agronomie, même si je ne suis pas si vieux que ça. Mais aujourd'hui, c'est des incontournables de penser à ces façons de faire. Puis il y a une préoccupation très grande chez les jeunes qui viennent étudier en agronomie ou qui vont faire la maîtrise, par exemple, pour l'environnement. Mais je dirais aussi pour des éléments sociaux de notre système alimentaire. On se préoccupe quand même des injustices. Puis si on veut avoir une production agricole locale, ce que tout le monde semble souhaiter, il faut que les gens qui produisent nos aliments puissent en vivre dignement. Donc, il faut trouver des moyens de le faire. Sinon, on aura beau dire qu'on veut être autonome, mais si on n'est pas capable d'avoir simplement des gens qui vont produire, qui vont en vivre dignement, qui vont avoir du plaisir à le faire, on n'y arrivera pas. C'est quand même comme un porteur d'espoir parce que, tu sais, je pense à nous, tu sais, justement, dans notre petite communauté, on est dans Charlevoix, aux éboulements, puis un peu de ça, on est comme plusieurs petites fermes qui est en train d'essayer de travailler fort, à cogiter ensemble, là, tu sais, à essayer de trouver comment on peut rendre ce métier-là viable, périn, puis on le fait un peu en vase clos, si on veut, tu sais, on est les quelques fermes qui travaillent ensemble, puis on se fait des meetings, puis on brasse des idées. Mais là, tu te dis comme, OK, mais dans le fond, on n'est pas seul en ce moment qui réfléchit à ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être même des académiques qui ont une nouvelle perspective. Là, je me dis, écoute, là, il y a quelque chose qui va se passer. Là, c'est le fun. C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, on le sait qu'on n'est pas seul parce qu'admettons, je pense notamment,
on avait comme un projet avec l'association là, dans Charlevoix des producteurs maraîchers fruitiers. Puis là, il y avait comme un projet qui s'appelle le marché ambulant, qui était d'aller dans des zones où il y avait des déserts alimentaires, de pouvoir fournir des légumes qui sont à un prix quand même abordable, puis qu'on arrive comme tout le monde à tirer son compte là-dedans. Puis finalement, qu'est-ce le constat après comme 2 années, c'était que c'était incroyable, ça a eu des belles retombées, mais qu'en tant qu'agriculteur et agricultrice, porter ça en plus des entreprises et tout, on était comme, humainement, dans le fond, ça marche pas, on n'y arrive pas, trop d'implications, trop de choses à faire. Mais un des points d'espoir aussi, c'est que finalement, quand on arrivait un peu à dire, bon, ben là, cette année, il faut qu'on revoie ça, on pense pas que ça va se reproduire, ben là, tu as eu différents acteurs du milieu, genre le DSI, d'autres organisations comme ça, de santé publique et qui sont impliquées au niveau alimentaire, qui, eux, ont levé un peu le drapeau pour dire, ben, on peut vous aider, on peut accompagner là-dedans. Mais clairement, on a hâte aussi d'avoir des gens qui sont vraiment au fait de la réalité agricole, parce qu'il y a des fois, autant qu'il y a des institutions qui apportent de l'aide, mais il n'y a pas nécessairement la compréhension un peu plus de cette dimension-là agricole, entrepreneuriale aussi. Non, mais c'est extrêmement difficile s'occuper d'une ferme. Bon, déjà, il faut gérer un agroécosystème qui est complexe. Après, il y a les éléments économiques, il y a des éléments techniques, puis il y a le marché. Donc, on demande beaucoup aux jeunes maraîchers, par exemple, qui vont démarrer, ou aux jeunes éleveurs, qui souvent sont enthousiastes, qui veulent tout faire. Bon, puis c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire parce que j'ai pas cette expérience-là. Puis ça, c'est un élément d'ailleurs très important en agroécologie, de changer un peu de posture, puis se dire, bien, la connaissance, les savoirs, les savoir-faire sont d'abord chez les paysans, les paysannes. Puis les chercheurs, peut-être, les formateurs, ils peuvent contribuer, mais en se greffant un peu, en greffant leur savoir, puis en essayant de les mettre au service de ceux et celles qui vont les mettre en application. Mais là, il faut être plus humble, comme chercheur, dire on est en périphérie, c'est pas nous qui avons le principal savoir puis le principal savoir-faire. Nous, on va aller chercher, peut-être vérifier des petites choses dont les agriculteurs vont avoir besoin. Donc ça, c'est une petite parenthèse, mais je pense que donc c'est difficile. Il faut pouvoir, je pense, faire comme vous le dites, là, échanger entre vous vos façons de faire pour pouvoir y arriver. Mais en même temps, c'est sûr que quand on veut changer de façon de faire par rapport au mode dominant, bien, ça veut dire une période de transition qui n'est pas nécessairement facile. Puis c'est là que c'est difficile. Puis quand on commence, là, moi, je vous regarde puis je me dis, tiens, on veut tout faire. Oui, c'est ça. On veut tout faire, c'est qu'on veut avoir le plus bel agroécosystème possible. On veut aussi que ça ait de l'allure, que ça ait du bon sens sur le plan de la communauté, de l'occupation du territoire et tout. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout faire en même temps. Ça fait que, puis je pense que c'est correct, à un moment donné, de se dire, bien, la haie d'arbres qui va être super bonne pour ma biodiversité, je ne la planterai pas cette année, je vais attendre une couple d'années pour le faire. Là, il y a d'autres choses à faire. J'ai d'autres apprentissages à faire aussi pour mes cultures, pour voir quel est le marché. Donc, c'est correct. Puis, en agroécologie, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui travaillent là-dedans reconnaissent cet aspect-là en disant, ben oui, il peut y avoir une transition où ben, tu continues à mettre des engrais chimiques peut-être pendant 1 an ou 2 parce que là, il faut que tu y arrives. Puis, ton objectif, c'est de t'en passer. Mais comme tu ne peux pas tout faire en même temps, ben donne-toi le temps. Mais bon, c'est que... Mais c'est donne-toi le temps quand même. Oui, de le faire, c'est fondamental là, parce que s'il faut que tu changes du jour au lendemain. Oui, puis le marché actuel, bien, il est très cohérent. Je dis cohérent dans le sens que tout est emboîté, tout fonctionne. Puis quand toi, tu veux faire différemment, bien là, tu te heurtes à des façons de faire qui sont autres que les tiennes. Ça fait il faut construire quelque chose d'autre. Ça prend du temps, malheureusement. Donc, il faut aussi se donner le temps. Mais bon, c'est plus facile à dire de l'extérieur comme moi que quand on est là, je pense que c'est juste dans notre étang qu'on vient de construire, on est comme, il faut absolument planter autour de l'étang. Il faut absolument planter autour de l'étang. C'est ça. Mais oui, mais c'est une perspective quand même intéressante, je trouve, même aussi qui apporte un peu d'indulgence, là, de se laisser le temps, puis de se dire, au final, c'est ça, comme tu dis, on arrive souvent avec plein d'enthousiasme, on est comme, OK, on veut tout faire maintenant, mais dans le fond,
comment dire, si on sort un peu juste de notre posture, puis qu'on transcende juste le fait d'être humain, puis de dire, nous, on veut que ça arrive cette année, mais en général, les choses se passent sur un cycle qui est quand même plus lent, plus... Fait que, de se laisser du temps quand même là-dedans, puis que ça soit bien fait, assumé. Que humainement aussi, c'est ça, on n'en sort pas lessivé. Oui, puis de repenser, justement, je me dis, ça serait facile de dire, OK, on va... toutes les fermes ont besoin de haies brise-vent. Je donne un exemple comme ça, mais finalement, chaque ferme, dans son écosystème, dans sa situation, a un point de départ qui va pas être le même pour tous. Donc, ça prend un certain moment aussi d'observation, d'analyse, de compréhension de où ce qu'on est. Donc, juste ça en soi, ça demande du temps. Puis, c'est drôle, là, ça peut nous amener à penser que l'agroécologie, c'est aussi un changement de rapport au temps. Là, on s'inscrit dans la durabilité. Donc, on se voit vraiment à long terme, en lien avec d'autres générations aussi. On veut avoir les sols pour produire, on veut avoir la biodiversité qui va nous aider à avoir toutes les fonctions écosystémiques. Et ça prend du temps. Puis la nature est sur un autre laps de temps aussi. Vraiment. Ça fait que... c'est un peu drôle de dire que ça nous oblige peut-être à ralentir tout en sachant que quand on fait de la production agricole, il y a tellement de choses à faire. On n'est pas dans ce rythme-là, mais bon, il faut quand même... savoir l'intégrer. Il y a certains concepts. Là, des fois, on commence à parler de décroissance, comment qu'on fait. Je pense qu'il y a une question dans le temps aussi qui est essentielle de réfléchir. C'est ça, comment des fois on peut réussir à ralentir puis que ça puisse continuer à être porteur, ça s'inscrit là-dedans. Fait que... Oui, puis décroissance de quoi? Il faut voir, parce que c'est ça, la décroissance, ça implique, que peut-être qu'on peut avoir un peu moins de bebelles en plastique, par exemple, qu'on ne sera pas nécessairement plus malheureux, mais on a peut-être besoin d'une croissance dans l'éducation ou dans l'accompagnement agricole. Absolument. Absolument, c'est ça. On renvoie un épisode avec Yves-Marie. Tu réfléchiras à ça, Yves-Marie. Mais tout ça, j'aimerais en revenir un peu, si on veut, à l'Université Laval, parce que là, je trouve ça vraiment génial de constater que l'Université Laval prend les devants. C'est ça, dans tout ce qui est repenser le système agroalimentaire, ou en tout cas de travailler à le transformer. Je me demande, après ça, si je ne me trompe pas, il n'y a que l'Université Laval et McGill en ce moment qui agissent en agronomie, qui ont des... Qui ont des programmes importants, oui, mais il y a de plus en plus d'autres de petits programmes là, qui commencent dans d'autres universités en agriculture nordique, à l'UQAC, en Abitibi-Témiscamingue, il y a des choses, mais là, bon, c'est les concurrents de mon employeur, mais mais il y a d'autres initiatives. Mais c'est sûr que l'Université Laval, c'est la plus grosse faculté en agriculture au Québec, puis une des plus importantes dans le contexte canadien. Donc, ça fait que pour moi et pour plusieurs de mes collègues, c'était un non-sens qu'on investisse pas plus dans tout ce qui est l'agroécologie, l'agriculture biologique et tout ça. Donc, il y a vraiment un mouvement qui se fait. Un mouvement qui est présent depuis, je dirais, plus longtemps encore dans les institutions techniques. Bon, on a pour le bio à Victoriaville, dans les ITA aussi, on a vraiment des initiatives intéressantes, puis dans certains programmes professionnels aussi. Puis on commence à parler d'agroécologie aussi, mais on en parle un peu depuis quelques années dans les programmes techniques, entre autres. On parle d'agroforesterie aussi, il y a des cours dans le domaine. Donc, c'est un changement quand même assez important par rapport à ce qu'il y avait il y a à peine 10 ans, 10 ou 15 ans. Ça fait penser à l'ITAQ. C'est ça. Qui ont justement, on fait un épisode avec eux, vous irez checker ça, mais vraiment concentré sur leur programme de formation continue, où vraiment le mot qui est mis de l'avant dans toutes ces formations-là est souvent biodiversité. Fait que c'est intéressant, comme tu dis, de voir au niveau technique aussi, là, il y en a qui ajustent à leur façon, c'est conjoint tout ça finalement, puis je trouve ça le fun. Puis de savoir que l'Université Laval, un leader dans le domaine, est en train de paver la voie à une façon de travailler qui vous est unique, mais que ça va justement avoir certaines retombées, j'imagine. Clairement. Puis il faut travailler ensemble, hein. Puis des fois, c'est des petites initiatives. Avec l'ITAC de l'Apocatière, on a développé entre autres un cours conjoint
en agroforesterie, donc un cours d'intervention agroforestière sur le terrain où on a à la fois des étudiants en technologie agricole et à la maîtrise en agroforesterie qui font le même cours ensemble sur le terrain avec une intervention. Puis ça, c'est important parce qu'il faut que les gens apprennent à travailler ensemble aussi. Je parlais de la posture aussi tout à l'heure là, du chercheur. Bien, il faut un peu plus d'humilité aussi en se rendant compte que des fois, on a des savoirs différents, des savoir-faire différents, mais qu'il faut tous les mobiliser si on veut arriver à quelque chose. Puis pour ça, il faut absolument pouvoir travailler ensemble de façon interdisciplinaire, mais aussi à différents niveaux qui peuvent être professionnels, techniques, universitaires. De la même façon qu'au Burkina Faso, tu t'es laissé inspirer par un paysan, il va falloir y avoir une part comme ça d'intégration des autres secteurs. Je dirais que c'est des paysans, les paysannes qui m'ont tout appris, ou en tout cas presque tout. La base, je dirais, toute la base de ce qui était important, ça vient de là. Après, le reste, ça vient se greffer à tout ça. Mais le travail de la terre, c'est des paysans, des paysannes qui le font. Puis, je le répète, mais c'est un travail qui est complexe, où il faut considérer 50 000 choses en même temps, puis pour arriver à faire quelque chose. Tellement. Mais d'où l'importance, justement, d'avoir des gens formés aussi, qui vont pouvoir accompagner là-dedans. Moi, je me demande, tu parlais aussi de collaboration, justement, avec notamment l'ITAQ pour le cours d'agroforesterie. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations comme ça aussi notables? Je ne sais pas, mettons, avec le CISA, par exemple, ou d'autres genres d'institutions? Oui, après, ça dépend beaucoup des équipes. Il y a différents, des professeurs avec leurs équipes de recherche qui vont collaborer avec d'autres. Dans toute l'équipe qui a travaillé à la mise en place de la maîtrise en agroécologie, entre autres, il y a des gens là, qui vont travailler beaucoup avec le milieu. Il y a un laboratoire d'agroécologie avec Caroline Alde. Il y a Patrick Mundler qui travaille beaucoup sur les systèmes alimentaires, territorialisés ou non, qui va vraiment avoir une compréhension plus sociale, économique de ce qui se passe. Puis, on a aussi des gens avec qui on collabore qui sont en aménagement du territoire, avec des chercheurs en santé des sols. Et ces gens-là, ont chacun leur réseau aussi. Ça fait que, mais c'est clair que pour les milieux d'accueil, aussi pour les projets d'intervention dans le cadre de la maîtrise, et là, on pourrait avoir des organisations très, très diversifiées. Donc, qui pourront collaborer, puis qui sont puis des organisations qui travaillent justement sur des enjeux là, de l'agriculture actuelle. Puis, justement, mettons, plutôt dans une autre idée, ça serait quoi, tu pourrais dire aussi, là, comment on pourrait nommer, mettons, certaines innovations, qu'est-ce qui a évolué, en fait, plutôt dans l'agroforesterie, ça date quand même pas d'hier, là où est-ce qu'on en est aujourd'hui, avec le programme de formation notamment. Tu as dû voir quand même des nouvelles choses aussi arriver, des nouvelles pratiques même. Oui. Mais je dirais, quand on parle d'innovation, il y a quand même beaucoup de choses qui sont apparues au cours des dernières années, qui sont peut-être pas nouvelles pour tous les paysans, toutes les paysannes de la planète. Quand on pense aux cultures intercalaires, aux cultures associées, c'est des choses que pratiquaient et pratiquent encore beaucoup de nations sur la planète. Mais disons qu'on a un intérêt que je vais appeler renouvelé pour ça, même si des fois on l'avait oublié. Donc pour les plantes de couverture aussi qui peuvent être en dérobé, les engrais verts. On revoit aussi le travail du sol, donc avec des pratiques de zéro labour ou en tout cas de labour réduit du sol avec le semi-direct. Puis ça entraîne donc d'autres façons de faire. Il faut penser aussi à nos espacements entre nos cultures, à notre équipement. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup d'innovations au cours des dernières années. Aussi bien sur les cultures qu'on va mettre en place, les façons de les associer, que l'équipement qui va aller avec, la façon dont on le gère, quelle variété on va utiliser, quand est-ce qu'on les sème, quand est-ce qu'on les récolte. C'est sûr qu'au début, on fait beaucoup d'erreurs quand on commence à travailler parce qu'on est dans du nouveau. Mais ce qui est vraiment fascinant puis qui est super enthousiasmant, c'est que plus on fait de la recherche,
plus il y a des agriculteurs, des agricultrices qui font du travail sur le terrain, bien, plus on finit par trouver des façons de faire qui fonctionnent bien. Puis donc, ça, c'est pour ce qui est des pratiques ou sur le plan technique, mais je dirais il y a aussi sur le plan social, bien là, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent maintenant à d'autres façons de se lier. Il y a des coopératives de solidarité, par exemple. Bon, il y a toutes sortes de types coopératifs qui peuvent aider à partager de l'équipement ou à s'aider dans la mise en marché. Mais je dirais aussi qu'actuellement, avec le contexte d'accès à la terre qui est difficile, bien, il y a aussi pas mal d'innovations sur les façons de faire pour favoriser, disons, l'accès à la terre pour des jeunes agriculteurs qui veulent s'installer. Puis, bon, il y a beaucoup de travail à faire, évidemment, mais c'est foisonnant, là. Il y a quand même il y a de beaucoup de gens il y a de l'action, il y a beaucoup de gens qui s'en occupent. Puis, il y a différentes façons de faire qui peuvent une peut fonctionner mieux dans un contexte, une autre dans un autre. Puis, il faut y travailler si on veut pouvoir réussir. Oui. Ben, en tout cas, je rappelle, je pense que c'est notre saison 3, on a fait un épisode d'accès à la terre, puis justement, on en discutait de plein de façons innovantes de comment redonner accès à la terre à des jeunes du milieu agricole, ben des jeunes moins jeunes là, qui veulent réussir à avoir accès à la terre, puis il y a comme une bonne appli de trucs qui se passent à ce niveau-là, puis il y a des modes d'acquisition alternatifs qui peuvent marcher aussi. Puis... C'est un gros enjeu, comme l'accès à l'eau risque d'en être un, bon, peut-être pas dans toutes les régions de la planète ou du Québec, mais c'est un gros enjeu pour la production agricole aussi. Il y a l'accès aux semences, qui est quelque chose de fondamental. C'est qu'on commence à trouver, entre autres en Europe, des groupes même qui font de la désobéissance civile en disant, bien, nous, on peut partager nos semences. Puis c'est vrai que quand on y réfléchit, il y a quand même quelque chose d'assez scandaleux dans l'appropriation des semences par quelques entités, alors que la sélection variétale puis l'amélioration variétale s'est faite depuis des siècles par les paysans, paysannes. C'est ça qui développait même toutes leurs variétés adaptées au terroir. C'était même des fois la fierté de certaines fermes, de comme nous, ça c'est notre variété à nous, de betterave ou peu importe. Oui, puis on peut échanger entre nous avec des modalités qui nous sont propres. Je t'offre ci, puis toi tu m'offres ça, puis on se débrouille, mais bon, on peut le définir et c'est pas une méga entreprise extérieure qui va définir ce qu'on a le droit de semer ou non parce qu'elle contrôle le marché puis que c'est ça qui est disponible. Qui va même jusqu'à, dans certains cas, interdire de réutiliser la semence produite par le plant cultivé ou vraiment créer des variétés qui sont infertiles pour être sûr. Il y a comme là, il y a quelque chose... on est rendu loin. Parce qu'on a ajouté un gène, mais à une plante qui a été modifiée depuis des générations, qui est devenue une plante agricole grâce à l'action d'agriculteurs qui, maintenant, ne peuvent pas l'utiliser comme ils le veulent. C'est fou, hein? Oui. 100%. C'est qu'en agroécologie, c'est des questions qui intéressent beaucoup les acteurs de l'agroécologie. Donc, de dire, oui, il y a les pratiques sur le terrain, mais il y a aussi tous ces éléments politiques dont il faut tenir compte, puis il faut trouver une solution. Il faut arriver à un système alimentaire qui est plus équitable pour tout le monde, autant dans la répartition des risques que la répartition des bénéfices, par exemple. Parce qu'on sait que dans le système actuel, il y a des gens qui sont marginalisés. C'est le cas des femmes, en particulier, qui vont souvent avoir, dans le système alimentaire, les postes qui sont les moins rémunérés, soit chez les détaillants ou dans les différentes entreprises alimentaires. C'est le cas des personnes migrantes aussi, qui vont se retrouver dans les abattoirs, par exemple, avec des salaires moindres que d'autres acteurs. Donc, il y a des injustices qui sont assez flagrantes. Puis, si on veut un système qui soit viable, qui soit durable, mais aussi qui est acceptable sur le plan éthique, il faut travailler conjointement à la résolution de ces problèmes-là et des problèmes plus écologiques, par exemple, de la production. C'est ça qui, au final, sont tous interreliés ensemble, donc en visant, comment dire, c'est pas nécessairement pertinent de viser à régler juste un aspect
mais plutôt de le voir comme un ensemble. Ben, c'est ça. On est rendu à cette ère, je pense, de comprendre les enjeux de façon intersectionnelle, puis d'essayer de s'élever à un point de vue un peu plus holistique. Puis puis là, c'est autant en agriculture que dans plusieurs autres sphères de nos vies. Puis c'est ça, je pense qu'on est en train d'avoir une espèce de petit switch aussi à ce niveau-là que j'espère va arriver à temps parce que c'est vraiment ça qui va faire la différence, j'ai l'impression, pour notre belle humanité. Oui, parce que quand même, il y a une urgence, hein, quand même. Il ne faut pas se cacher. Puis autant on dit, il faut prendre le temps, puis les écosystèmes, c'est lent, mais il y a une urgence en même temps. C'est quand même criante aussi en arrière. Oui. Mais en tout cas, on arrive déjà à la fin du balado. C'était un plaisir. Puis je pense qu'à travers tout ça aussi, c'est très porteur d'espoir de savoir que tu es là, que tu continues de propager la bonne nouvelle. Non, mais c'est vraiment un plaisir pour moi. Puis le plaisir pour moi, c'est de voir justement je veux dire des jeunes, là, des jeunes comme vous, même si on peut être toujours jeune, mais des jeunes comme vous qui vont prendre le défi à bras le corps, puis avec la ferme des chefs, entre autres, qui est un bel exemple, qui est relativement jeune, mais je pense qui s'inscrit vraiment pour moi dans cette perspective agroécologique, aussi bien dans la façon d'envisager l'écosystème naturel, mais modifié pour une production agricole, puis les liens avec la communauté, entre autres. Puis c'est un gros défi, puis moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'en tant que société, on prenne les mesures nécessaires pour appuyer cette transition, parce que cette transition, qui est-ce qui va en bénéficier? Bien, c'est tout le monde, c'est toute la société qui va bénéficier de tout ça. Puis si on veut en bénéficier, il faut que nos maraîchers, nos maraîchères, nos éleveurs, nos éleveuses, tous nos agriculteurs, nos agricultrices puissent avoir des conditions qui leur permettent d'aspirer, comme tout le monde, à un petit peu de bien-être, un petit peu de bonheur, puis de pouvoir avoir quelque chose qui leur rend leur dignité aussi, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire de nourrir les gens. Je dirais que c'est le travail le plus digne qu'on peut avoir pour un être humain, c'est de nourrir d'autres êtres humains. Donc, on devrait, quand on ne produit pas soi-même, le reconnaître au moins. Ça fait que moi, je dirais merci à vous pour le travail que vous faites. C'est très apprécié. En espérant qu'on pourra vous appuyer mieux qu'on le fait maintenant. Mais je pense qu'il y a un bon mouvement. Puis il faut juste continuer ce mouvement là, qui est quand même enthousiasmant. En tout cas, c'est un très beau mot de la fin, puis ça donne envie de pouvoir poursuivre cette discussion-là dans le temps aussi. Clairement, c'est un sujet qui nous habite puis qui va pouvoir revenir dans la prochaine saison. Peut-être avec toi, s'il y a d'autres projets. Ou avec une partie 2. T'as nommé aussi certaines autres personnes. Patrick Modler, que je me rappelle que tu nous avais déjà parlé aussi. Peut-être que ça pourrait être... un invité, le fun à recevoir. Mais c'était un honneur, Alain. C'était vraiment un plaisir pour moi. Puis de toute façon, c'est qu'un début. On continue. Yes. Vive la révolution agroécologique. Agroécologique, yes! Bravo. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode du balado Les Idées Radicules. Pour rester à l'affût de tous les épisodes à venir, vous pouvez vous rendre sur le site web d'Origine au www.origineqc.ca et évidemment, vous pouvez vous abonner aussi aux pages Facebook, Instagram et YouTube d'Origine. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi écouter Les Idées Radicules sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et YouTube Music. Et si vous aimez ce balado et vous aimeriez nous soutenir, vous pouvez vous abonner à notre page Patreon. Donc, c'est sur patreon.com/idéesradicules. On veut dire aussi un gros merci à la formidable équipe des studios SF. Merci. Et un encore plus gros merci à notre équipe, à nous qui sont derrière les micros. On parle de notre coordonnatrice Camille Cloutier et de nos productrices Alissa Martel et Safia Barou. Fait qu'un gros merci. Merci la gang. À la prochaine.